Le hijab, si je veux être un peu provocatrice, ne dit pas mon corps, mon choix, mais mon corps, le choix de Dieu. Et puis il faut le rappeler, en général, dans une société, personne ne persécute les femmes pudiques ou chastes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Baronne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du voile, ou plus précisément de comment un certain féminisme traite cette question du voile. Alors moi j'ai été féministe pendant pas mal d'années, et il y a vraiment un sujet sur lequel j'ai pas réussi à être d'accord avec les féministes qu'on appelle aujourd'hui intersectionnelles, de gauche, progressistes, peu un peu le terme qu'on leur donne, mais disons celles qui sont un peu mainstream. J'ai pas réussi à adhérer, j'ai bloqué sur ce sujet-là, et puis bon, c'est à partir de là que j'ai commencé à détricoter un peu le fil et me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses, pas que ce sujet-là, mais beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ce féminisme contemporain. Alors si aujourd'hui je fais un peu le bilan de ma réflexion sur la question, j'en viens à me dire qu'il y a à peu près 10 grosses erreurs, en tout cas j'ai fait une liste de 10 erreurs majeures que fait ce féminisme par rapport à la question du voile, et donc c'est ces 10 erreurs que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Alors, bref, rappel historique, toute cette affaire commence en gros en 1989 à Creil, dans un collège. Je crois qu'il y a 2 gamines qui viennent voiler au collège, il me semble que c'est un collège, et s'ensuit en gros 15 ans de bataille et de débats qui fracturent un peu la gauche et le féminisme, et qui aboutissent en gros à la loi dite de 2004, et dans la perspective de cette loi de 2004, dès 2003, il y a des féministes comme Christine Delphi par exemple, qui s'opposent à cette loi. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le shift qui s'opère à ce moment-là, c'est que c'est la question de l'antiracisme qui prend le dessus sur la question du féminisme en tant que tel. C'est-à-dire que les arguments qui sont utilisés contre cette loi par un certain nombre de féministes sont des arguments liés à l'antiracisme. Donc on considère que c'est une mesure discriminatoire vis-à-vis de jeunes filles issues de l'immigration, comme par hasard, et donc c'est raciste. Et donc c'est là qu'on comprend ce que signifie le féminisme intersectionnel, c'est que donc c'est des féministes qui considèrent qu'on ne peut pas traiter la question féministe sans prendre en compte les autres types d'oppression, comme elles disent, ou de discrimination qui pourraient exister liées à l'origine, la couleur de peau, la religion, le handicap, l'orientation sexuelle, etc. Donc c'est des intersections, des croisements entre différents types de discrimination ou d'oppression. Alors ensuite, si on veut expliquer un petit peu qu'est-ce que le voile musulman islamique, bon ça pourrait prendre beaucoup de temps, j'ai pas l'intention de faire une explication très exhaustive, très scientifique et très précise, mais globalement, si on s'en tient à ce que disent un certain nombre de prédicateurs musulmans aujourd'hui sur le voile, il y a une justification. Cette justification est liée à une forme de pudeur que doivent avoir les femmes. Alors après, si on regarde le contexte de révélation du verset du Coran qui traiterait de cette question, il y a débat là-dessus, parce qu'il y en a qui disent que le verset du Coran utilisé pour justifier le voile, en fait, parle pas de couvrir les cheveux, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le contexte de révélation, qu'on apprend dans un autre corpus, qui sont les hadiths, nous explique qu'en gros, si je résume un petit peu, le voile serait une réponse à du harcèlement sexuel, d'une certaine manière. Je vous la fais très courte, vous pourrez aller éventuellement faire vos recherches par vous-même, mais globalement, le voile s'inscrit dans une logique quand même plutôt conservatrice, assez traditionnelle quant au rôle et aux places des hommes et des femmes dans une société. C'est quand même un corpus au départ, le Coran, les hadiths, c'est quand même un corpus qui vient d'une société de l'Antiquité tardive ou du Moyen-Âge, donc bon, on se doute bien que le mode de fonctionnement de ces sociétés n'est pas exactement le même qu'aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer à lister les 10 erreurs. Erreur numéro 1, confondre posture légaliste et posture idéologique. Quand on écoute les féministes intersectionnelles de gauche et autres sur la question du voile, elles disent « mais nous, on défend le droit, la liberté des femmes musulmanes à porter le voile. C'est leur choix, c'est leur liberté. » Autrement dit, elles se placent sur le terrain du droit. Mais ce faisant, elles ne disent rien sur le voile lui-même, ni sur sa signification, ni sur sa symbolique, ni de la prescription religieuse qu'il incarne. C'est quand même le point de départ, c'est une prescription
religieuse. C'est un peu comme si je disais « je défends le droit des militants anti-IVG à s'exprimer ». Sur un plan juridique, évidemment, on défend le droit à tous de s'exprimer librement. Mais sur le plan idéologique, si je suis féministe, je combats les idées de ces personnes-là. Ce sont deux plans distincts. Il y a le plan du droit et celui des idées, des convictions. Or, les féministes pro-voile, je vais les appeler comme ça, brouillent volontairement cette frontière. Elles se réfugient dans le registre du droit pour éviter d'assumer le débat idéologique, celui sur la signification réelle du voile. Et en refusant de le mener, elles valident implicitement le message qu'il porte. Un message profondément conservateur, hiérarchisant, anti-égalitaire. Autrement dit, au lieu de combattre l'idée du voile, ou l'idée qu'il y a derrière la prescription du voile, elles la neutralisent par le droit. Et en la neutralisant, elle la légitime. C'est la première et la plus grave des erreurs dans leur positionnement. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez exactement tout ce que je suis en train de dire. En 2018, dans un petit village de l'Oise, il y avait eu un tollé autour de la fête de la Rosière. Une tradition ancienne qui célèbre chaque année une jeune fille pour sa vertu et sa pureté. Les féministes se sont immédiatement insurgées, j'ai envie de dire à juste titre. Elles ont dénoncé une cérémonie sexiste, rétrograde, archaïque, centrée sur la virginité féminine. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, elles n'ont défendu le droit des habitants à organiser cette fête. Elles n'ont pas dit « c'est leur tradition, leur choix, leur liberté ». Non, là, elles ont très bien compris qu'il s'agissait d'un rituel moraliste et d'un contrôle symbolique du corps féminin. Et pourtant, face au voile, le discours change complètement. Alors qu'il s'agit d'une prescription religieuse qui impose aussi aux femmes une forme de pureté, là, soudain, elles basculent sur le terrain du droit. C'est leur choix, c'est leur liberté, c'est leur droit. Ce qui est sexiste quand c'est chrétien devient un libre choix quand c'est musulman. C'est exactement cette confusion entre le juridique et l'idéologique qui les rend incohérentes, mais surtout dangereuses pour les jeunes filles, la compréhension de ce que sont réellement leurs droits sur leur propre corps. Deuxième erreur, torpiller le slogan « Mon corps, mon choix ». Quand des personnes critiquent le voile, ces féministes répondent en général « C'est leur corps, leur choix, elles font ce qu'elles veulent ». Mais c'est là que le discours devient particulièrement malhonnête. Ce slogan, il sort pas de nulle part et il vient d'un contexte très précis. Il est né dans les années 70 au cœur des luttes féministes pour la légalisation de l'IVG. Et à l'époque, l'ennemi principal, c'était précisément la morale religieuse, en l'occurrence la morale catholique. Ce slogan « Mon corps, mon choix », dans ce contexte, voulait dire « Mon corps ne vous appartient pas, il m'appartient, il appartient ni à l'État, ni à l'Église, ni à une quelconque morale religieuse ». C'est un slogan d'émancipation vis-à-vis du contrôle religieux. En l'utilisant pour défendre le droit à porter le hijab, on en inverse complètement le sens. Le hijab, si je veux être un peu provocatrice, ne dit pas « mon corps, mon choix », mais « mon corps, le choix de Dieu ». Et puis il faut le rappeler, en général, dans une société, personne ne persécute les femmes pudiques ou chastes. Celles qui sont attaquées, jugées, ostracisées, en général, c'est plutôt les femmes sexuellement libres. Ce slogan défendait donc avant tout la liberté sexuelle et l'autonomie individuelle, pas le droit de se soumettre à une norme religieuse de pudeur ou d'injonction à la maternité. Or, ces féministes intersectionnelles pro-voile s'en servent aujourd'hui pour légitimer une morale religieuse, une prescription religieuse. Prescription qui dit quand même en creux l'obligation de se cacher pour être respectable. C'est comme si on utilisait mon corps, mon choix pour prêcher le choix de virginité avant le mariage. D'ailleurs, fun fact, la virginité avant le mariage, en général, va dans le même package que la prescription du voile. Cette deuxième erreur des féminismes est un glissement très pernicieux parce qu'il remplace un combat pour la liberté du corps et pour l'autonomie des femmes sur leur propre corps par une validation du contrôle religieux de ce corps. C'est un retournement à 180 degrés. Le même slogan sert désormais à légitimer ce contre quoi il avait été créé. Alors entendons-nous bien, si des femmes font ce choix-là et qu'elles adhèrent à la vision qui va avec, c'est effectivement leur choix et c'est effectivement leur droit. Simplement, ce que je suis en train d'expliquer là, c'est qu'en fait, tous les fondamentaux du féminisme depuis je ne sais pas combien de décennies se sont bâtis contre les traditions patriarcales
et les normes religieuses. Troisième erreur, réactiver la dichotomie sainte-putain. Pendant des décennies, les féministes se sont battues contre cette idée que les femmes se diviseraient en deux catégories. D'un côté, les femmes respectables, de vertu, et de l'autre, les femmes dévergondées, de petites vertus. D'un côté, les sages, les pudiques, les chastes, de l'autre, les dévergondées, les filles faciles, les putes. Les secondes étant moins dignes de respect parce qu'elles vivent librement leur sexualité. Cette hiérarchie, c'est un peu le cœur de la morale patriarcale, si je puis dire. La femme pure et sage mérite la protection, la femme libre, sexuelle, mérite le mépris, voire la violence. Déconstruire cette dichotomie, c'était vraiment un des moteurs du féminisme. Surtout depuis la deuxième vague, celle de la libération sexuelle, comme on aime à l'appeler. J'aime pas trop cette expression, mais disons que voilà, depuis la deuxième vague des années 60. C'était vraiment un des combats fondateurs de ce féminisme-là. Rappeler que la dignité d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle fait de son corps, ni de sa vie sexuelle. Et voilà que depuis une quinzaine d'années, les féministes pro-voile, intersectionnelle, réactive cette dichotomie qui a été combattue pendant des décennies par les féministes. Parce que dit la prescription religieuse, en vrai? Qu'il faut se préserver du regard masculin, donc du désir masculin. Que les femmes doivent éviter de susciter le désir sexuel des hommes. Autrement dit, les bonnes femmes se cachent, les femmes de vertu se cachent, les mauvaises femmes, les femmes de petite vertu, s'exposent. C'est exactement la dichotomie sainte-putain, dans sa forme la plus brute. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que les femmes qui portent le voile le portent pour diverses raisons, diverses motivations, et que cette dichotomie-là n'est pas forcément le cœur de leur choix, ni une vision qu'elles pensent partager. Néanmoins, c'est ce que dit la prescription à laquelle elles adhèrent. C'est ce que dit l'obligation qu'elles ont choisi de respecter. Et là où le féminisme d'hier voulait émanciper les femmes de cette dichotomie, de cette hiérarchie, celui d'aujourd'hui, dans sa version intersectionnelle, le valide au nom de la culture et du choix. On est passé d'un féminisme de la liberté sexuelle à un féminisme de la pudeur morale. On n'est pas seulement dans la malhonnêteté ou le glissement pernicieux, on est carrément dans la régression la plus totale. Erreur numéro 4, et elle va un peu avec la précédente, valider la sexualisation négative des cheveux des femmes. Et là encore, on se retrouve avec un féminisme qui fait l'exact inverse de ce que le féminisme avait plus ou moins toujours fait depuis des décennies avant. Pendant des décennies, les féministes ont expliqué que les cheveux étaient un lieu de contrôle social des femmes, du corps féminin. À la Libération, on tondait les femmes accusées de collaboration, par exemple. On les humiliait sciemment à travers leurs cheveux. Ou alors, on a expliqué que les vraies femmes, c'était des femmes avec des cheveux longs, et que les cheveux courts, c'était masculin, et que c'était pas des vraies femmes, que c'était un peu contre nature. Il y a eu un peu de tout autour des cheveux des femmes. Les cheveux ont souvent été un symbole à travers lequel la société jugeait et disciplinait les femmes. Du moins, c'était le discours des féministes pendant très longtemps. Est-ce que ça a une réalité historique ou non? Ça, c'est un autre sujet. Quelque part, j'ai envie de dire, je me situe pas forcément dans tous ces points que je détaille, dans l'exactitude historique, scientifique. Je décortique le discours féministe qui a été ce qu'il a été pendant des décennies versus celui qu'on a aujourd'hui. Et donc là, elles se mettent à défendre une prescription religieuse qui dit quasiment explicitement que les cheveux des femmes sont quasiment une partie sexuelle, érotique, ou une partie honteuse, une menace pour l'ordre social, tant ils suscitent le désir masculin. Dans la jurisprudence islamique, on parle de awra, A-W-R-A, les parties du corps qu'il faut cacher parce qu'elles sont impudiques. Et pour les femmes, les cheveux en font partie. Mais quand on est féministe, on est censé vouloir libérer le corps des femmes de toutes ces injonctions, de toutes ces morales, pas l'enfermer dans des zones interdites. C'est un peu la même logique que dans le judaïsme ultra-orthodoxe,
comme on l'appelle, où les femmes, une fois mariées, doivent cacher leurs cheveux sous une perruque. Je me demande même si elles se rasent pas les cheveux, mais je voudrais pas dire de bêtises. Je vois pas trop les féministes passer leur temps à défendre le droit des femmes juives orthodoxes à se soumettre à cette injonction religieuse au nom du féminisme. Mais quand il s'agit du voile musulman, du hijab, alors là, étonnamment, ce contrôle devient une liberté. On passe véritablement d'un féminisme qui voulait dénoncer, libérer les femmes du contrôle social, à un féminisme qui défend ce contrôle social. On va quand même le rappeler, les cheveux des femmes, ce n'est pas une menace à l'ordre social, c'est une expression de la féminité, de la beauté, de la liberté. Les cacher, c'est pas une émancipation, c'est un retour en arrière. 5e erreur, tomber dans le relativisme culturel. Derrière la défense du droit de porter le voile, ou la défense même du voile, il y a un peu cette idée assez ancrée à gauche, dans une partie de la gauche, que l'islam serait la religion des opprimés, des damnés de la terre. Beaucoup de femmes musulmanes voilées étant issues des immigrations maghrébines ou subsahariennes, certaines féministes ont fini par confondre, sciemment ou pas, la critique d'une norme religieuse avec une attaque contre une minorité. Du coup, elles ne voient plus dans le voile un symbole de domination, de contrôle social, mais un symbole identitaire, même une marque de résistance face au racisme. Et c'est là que tout bascule un peu, on parle plus vraiment de femmes, on parle systématiquement de femmes musulmanes. C'est-à-dire qu'en plus, les femmes voilées deviennent les femmes musulmanes. Un peu comme si elles appartenaient à une autre catégorie de l'humanité, régie par d'autres codes. Elles ont évidemment rompu avec un féminisme plutôt universaliste, universel, celui qui disait en gros, partout les femmes ont droit à la même liberté. Et du coup, ce discours des féministes pro-voile ou intersectionnels se dissout dans un discours, je dirais, tiers-mondiste, voire culturaliste. L'enjeu n'est même plus l'égalité entre les sexes, mais la culpabilité de l'Occident. Ce glissement est dangereux parce qu'il ethnicise la question du voile et de l'islam. On ne traite plus l'islam comme une religion, avec différentes variantes et différents courants, mais quasiment comme une culture, et intouchable, qu'il serait raciste de questionner ou de critiquer. Et ce faisant, ces féministes enferment un peu ces femmes dans un rôle de victime de l'Occident. On ne peut plus les percevoir comme des sujets libres, capables de se libérer des contraintes de leur tradition culturelle de la même manière que l'ont fait les féministes européennes, mais plus comme des objets de compassion qu'il faudrait protéger de la critique qui serait évidemment du racisme. Résultat, les femmes de ces communautés qui voudraient, elles, s'émanciper et ou critiquer le voile, sont assez rapidement disqualifiées, voire accusées de faire le jeu de l'extrême droite. C'est-à-dire, en gros, quand des femmes maghrébines issues de cultures musulmanes font le même chemin d'émancipation que l'ont fait des femmes européennes, des féministes européennes ou françaises, visiblement, elles, si elles le font, c'est l'extrême droite. Autrement dit, le féminisme intersectionnel, au nom de l'antiracisme, prend le parti des plus conservateurs, des plus traditionnalistes, parmi les musulmans, contre celles qui cherchent la liberté, l'émancipation, l'égalité. C'est une inversion tragique, un féminisme qui ne défend plus les femmes, mais les traditions qui les contraignent. Et ce qui est assez frappant, c'est l'incohérence totale qu'elle ne semble même pas voir elle-même. Je vous donne l'exemple des tradwives. Vous avez dû suivre ce phénomène sur Internet, sur les réseaux sociaux, de femmes, je crois plutôt américaines, conservatrices, assez traditionnelles, qui vantaient un mode de vie traditionnel où elles sont à la maison et elles font à manger pour leur mari et pour leurs enfants. Alors là, les féministes s'en sont données à cœur joie. Elles ont moqué, raillé, critiqué, hurlé face à ces tradwives. Notez qu'il n'y avait plus, à ce moment-là, on défend le droit des femmes d'être des tradwives. C'est leur choix, leur liberté. Mais face au voile qui transporte en lui plus ou moins le même type de vie attendu ou imposé à une femme, là, elles deviennent muettes, voire elles le défendent carrément. Le même choix devient d'un coup libre et respectable, voire émancipateur. C'est donc bien la preuve que ce n'est pas les femmes qu'elles défendent, mais une vision
tiers-mondiste, relativiste, puisque dès qu'il s'agit de femmes blanches, blondes, aux yeux bleus, chrétiennes, occidentales, alors là, ces choix sont très facilement raillés, moqués et critiqués. Je me demande bien qui ne considère pas les femmes blanches, blondes, aux yeux bleus à égalité avec les femmes issues de l'immigration maghrébine ou africaine. Et tout ça ne sert que les plus tradis des communautés, et le contrôle social opéré par les familles, car tous sont bien contents d'avoir l'antiracisme pour défendre ce contrôle social sans avoir à le défendre explicitement. On ne dira pas « je veux perpétuer cette tradition patriarcale », on dira « tes dénonciations sont islamophobes ». Le féminisme s'arrête donc là où commence l'accusation d'islamophobie. 6e erreur, essentialiser le choix féminin. C'est devenu un réflexe dans le féminisme contemporain, surtout chez les plus jeunes, que j'ai souvent noté dans des interactions sur les réseaux sociaux. Cette idée que le féminisme, ce serait, ouvrez les guillemets, faire en sorte que les femmes aient le choix. Elles me disent souvent, le but du féminisme, c'est que les femmes aient le choix. Et donc, en creux, c'est pas dit explicitement, mais sous-entendu, dès qu'une femme fait un choix, quel qu'il soit, ce choix, par définition, peut être féministe. Enfin, sauf dans le cas des tradwives, évidemment, puisqu'il émane d'une femme libre, on suppose. Mais en réalité, le féminisme, ça n'a jamais été ça. Le féminisme, c'est pas un chèque en blanc donné à toutes les décisions de tout individuelles de toutes les femmes, quelles qu'elles soient. C'est plus un projet politique, une vision du monde, et un travail de transformation des rapports entre les sexes. Là, je vous décris véritablement ce que j'ai compris du féminisme pendant toutes les années où moi j'ai été féministe. Et ce que dit une grande partie de la littérature féministe. Enfin, sauf peut-être depuis les 10 dernières années. Donc c'est pas une célébration du libre arbitre abstrait comme ça, c'est une quête d'émancipation concrète. Et ça change tout parce que l'émancipation, c'est pas simplement pouvoir choisir, c'est aussi comprendre ce qui conditionne nos choix. Le problème de ce féminisme, c'est qu'il a un peu remplacé une réflexion structurée par une forme de réflexe moral. Si une femme le fait, le décide, le choisit, alors c'est bien. Peu importe pourquoi elle le fait, ou ce que ce choix peut reproduire socialement, c'est un peu une manière de neutraliser toute réflexion critique. Et c'est une forme d'essentialisme féminin, de gynocentrisme même, qui ramène tout, quasiment, au simple fait d'être femme. Le féminisme, c'est pas juste avoir le choix. Le projet politique du féminisme, ce serait plutôt œuvrer pour faire évoluer les mentalités, pour transformer suffisamment les sociétés, pour qu'il n'existe plus de femmes qui spontanément choisissent de se soumettre à leur mari ou à des prescriptions religieuses, conservatrices, patriarcales. Alors moi, je ne dis pas, aujourd'hui je ne suis plus féministe, donc j'adhère pas exactement à cette vision des choses, mais j'explique ce qu'est le projet féministe. 7e erreur, renverser la critique du contrôle vestimentaire des femmes. Alors c'est sans doute un des paradoxes les plus fascinants de ce féminisme par rapport à ce sujet-là. Quand on critique le voile, ou si on critique le voile, ces féministes nous rétorquent que, en fait, on veut dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller. Et que donc, ce faisant, on participe nous-mêmes au système patriarcal. Alors sur le papier, l'argument paraît plus ou moins convaincant. Effectivement, dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller, ça commence à s'apparenter à quelque chose d'à peu près patriarcal. Sauf qu'elles oublient un tout petit détail, c'est que le voile lui-même est né d'une injonction patriarcale. C'est une prescription religieuse, à la base, qui dit noir sur blanc comment les femmes doivent s'habiller dans l'espace public. C'est le patriarcat religieux dans sa forme la plus classique, ou la plus hardcore, c'est selon. Autrement dit, en gros, elle dénonce la critique du contrôle, mais pas le contrôle lui-même. Elle proteste contre ceux qui questionnent l'obligation religieuse, mais pas ceux qui l'ont imposée. Donc elles passent leur temps à dire à des laïcs qu'ils sont oppressifs, patriarcaux, mais elles vont pas voir un imam ou un théologien pour lui dire de quel droit tu dis aux femmes qu'elles doivent cacher leurs cheveux à tout prix. Elles ne vont pas questionner le fait qu'un Dieu créateur de tout l'univers s'est dit un jour qu'il fallait absolument cacher les cheveux des femmes que lui-même avait créés pour canaliser le désir des hommes que lui-même avait créé. C'est un peu comme si, dès que la religion apparaît, en tout cas l'islam, tout esprit critique disparaît. Alors oui, après, vouloir interdire le voile dans l'espace public, ce serait absurde. On libère pas les femmes
à leur place, si tant est qu'elles aient envie d'être libérées, hein, parce que beaucoup acceptent peut-être totalement cette vision du monde, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Toutes les femmes sont pas, par essence, féministes. Hein. C'est un peu le travers du point précédent sur l'essentialisme féminin, c'est de croire que en chaque femme résiderait une féministe, sauf les tradwives évidemment. Mais ce postulat est faux. Donc voilà, on va pas les libérer contre leur volonté, on va pas devenir autoritaire soi-même contre une prescription elle-même autoritaire, ça n'a pas de sens, mais affirmer qu'il s'agit d'un choix libre, limite émancipateur parfois elles disent, hein, et qu'en le critiquant, on voudrait contrôler nous-mêmes le corps des femmes, c'est quand même inverser complètement la réalité de la situation. Le vrai contrôle, c'est celui de la prescription initiale, celui des textes, celui des autorités religieuses. Ça commence là le contrôle, pas celui qui critique le contrôle. Et le vrai courage féministe, ce serait d'interpeller ces autorités religieuses et de leur dire « allez vous faire foutre ». Je rappelle au passage d'ailleurs que je parlais du slogan « Mon corps, mon choix » dans un point précédent. Il était accompagné à l'époque de « Vos rosaires hors de nos ovaires ». Bah elle pourrait dire « Vos sourates hors de nos chattes », hein, pourquoi pas. 8e erreur, faire converger l'idéologie du voile avec le male gaze, ou inversement. Alors là, on entre dans les 3 dernières erreurs, qui sont plutôt des trucs indirects, qui sont pas forcément des erreurs explicites ou directes. Je dirais plutôt que cette 8e erreur, c'est plutôt une incongruité, une forme de télescopage très incongru, très étrange, peut-être pas si étrange que ça finalement. C'est la convergence entre la logique qui sous-tend le voile et la théorie du male gaze. Vous savez, male gaze, regard masculin. Alors le male gaze, c'est une idée qui est née dans les années 70, dans les milieux féministes anglo-saxons, d'abord pour critiquer le cinéma. L'analyse disait en gros que les films représentaient essentiellement les femmes par le prisme du regard masculin hétérosexuel. Donc un regard qui sexualise, qui érotise, qui aborde les femmes comme des objets sexuels, et c'était une critique de la façon dont les imaginaires, les récits, les fictions étaient construits par des hommes et pour des hommes. Alors ça, c'était, selon elle, hein, le par des hommes pour des hommes, parce que je pense que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Et avec le temps, cette idée est devenue un peu, surtout ces 10 dernières années, une espèce de réflexe culturel, presque un dogme. On retrouve ce discours critique à propos de la publicité, de la mode, des jeux vidéo. Et ce que ça dit quelque part, indirectement quand même, c'est que le regard masculin, empreint de désir, hein, en gros, serait un peu problématique en soi. Puisque, en fait, présenter les femmes de cette façon-là serait dégradant, dénigrant, rabaissant, je sais pas trop en fait, je suppose que c'est à peu près ça que ça veut dire. Je vous avoue que sur ce sujet, j'ai lu pas mal de choses, hein, puisque j'ai été moi-même féministe pendant un temps. J'ai jamais très bien compris quel était le fond du problème, mais visiblement, le regard masculin est un peu un problème en fait. Alors évidemment, les plus soft te diront non, mais c'est pas le regard en soi qui est problématique, c'est que il est hégémonique, trop prédominant dans le cinéma, il faut l'équilibrer avec d'autres types de regards. Donc là, j'aimerais bien qu'on me dise si 100% des films ou des fictions qui ont été réalisés par des hommes, systématiquement mettent en scène les femmes de cette façon-là. Faut se rappeler que le concept naît dans les années 70, cinquantaine d'années, et qu'à l'époque, c'était peut-être effectivement différent. Donc le regard masculin semble être décrit comme problématique en soi, comme étant incapable d'envisager les femmes d'une autre manière que en les sexualisant. Et donc ce regard serait un peu perçu comme une forme de violence symbolique, d'oppression symbolique. Et c'est là qu'apparaît la convergence troublante avec la logique du voile. Car le voile repose à la base sur le même postulat. Le regard masculin serait par essence sexualisant, donc menaçant, ou dangereux, ou dégradant, et il faudrait y échapper en se préservant de celui-ci, en se cachant, en se protégeant de celui-ci, en se couvrant, donc en se soustrayant au regard. En gros, les deux logiques, celle du voile, celle du male gaze, partent un petit peu du même diagnostic ou du même constat. Le regard des hommes, le désir masculin à travers le regard est un peu coupable, et les femmes doivent s'en défendre. Alors évidemment, les réponses sont pas les mêmes dans la logique du voile et celle des féministes
sur le male gaze. Alors, ils se rejoignent pas vraiment sur les valeurs qui les sous-tendent, mais sur la prémisse. Le regard masculin ne sera jamais neutre, ne peut pas être neutre, jamais respectueux, pas capable d'une contemplation non sexualisante. Dans les deux cas, c'est un peu le même schéma qu'on retrouve. L'homme est réduit à un prédateur, visuel, irrespectueux, et la femme à un être qui doit s'en défendre, s'en protéger. Et cette vision du rapport entre les sexes, qu'elle soit religieuse ou pseudo-progressiste, ne produit rien d'autre qu'une société où la méfiance remplace le lien. Alors évidemment, dans les deux cas, les réponses ne sont pas les mêmes. Dans le cas du voile, pour se protéger, il incombe aux femmes de faire quelque chose, donc de se couvrir pour se protéger, se préserver du regard masculin. Dans le cas des féministes qui parlent de male gaze, il faut rééduquer les hommes et produire plus de films et de fictions faites par des femmes qui, elles, évidemment, auront un regard parfaitement égalitaire et absolument pas sexualisant du tout. Cela va de soi. Alors, 9e erreur, offrir des cartouches rhétoriques aux prédicateurs musulmans. Ça aussi, c'est un peu le coup à trois bandes, hein, l'erreur indirecte, on va dire, quoique des fois, on se demande. Ça fait pas mal d'années que le féminisme dénonce ce que je disais dans le point précédent, la sexualisation des femmes, l'objectification des femmes, et ceci et cela. Et donc a produit toute une littérature pour expliquer qu'en fait cela participait du patriarcat, de ramener les femmes au fait qu'elles étaient des êtres de désir sexuel, des objets sexuels, pour servir le désir masculin, et ceci et cela. Voilà, on a entendu plein de fois les mêmes critiques sur la publicité qui sexualise les femmes, sur Miss France, enfin bon, toutes ces choses-là. On dirait presque un féminisme un peu devenu victorien. Il y avait aussi le coup des hôtesses sur le Tour de France qui était le scandale absolu, ce truc dégradant, parce qu'on réduisait les femmes à des objets sexuels. Alors deux choses à cet endroit-là. Je pense qu'il y a une part du féminisme non avouée qui est la compétition intrasexuelle entre femmes. Je pense qu'il y a de la jalousie de la part de certaines femmes à ne pas être aussi jolies que ces hôtesses du Tour de France. On va pas se mentir, même si c'est évidemment totalement inconscient, en tout cas pas du tout conscientisé. Et la deuxième chose, c'est que très étrangement, encore une fois, là aussi dans le cas des hôtesses du Tour de France, il n'y a pas eu, c'est leur choix, leur liberté, leur droit. Hein, là, on coupe des sources de revenus à des femmes, tranquille, et ça, c'est totalement féministe, il n'y a aucun problème. Hein, donc pour confère le point numéro 1, on défend le droit des femmes à porter le voile, on défend pas le droit des femmes à être hôtesses sur le Tour de France si elles en ont envie. C'est bizarre, hein, le féminisme, hein, comment... C'est pas toujours... Mais donc, avec tout ce discours sur la sexualisation, l'objectification, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment tous ces éléments de langage et toute cette rhétorique ont été récupérés par les prédicateurs musulmans. C'est même beaucoup comme ça qu'ils justifient le voile pour les femmes musulmanes en Occident. D'une certaine manière, elles se libéreraient de l'injonction à la beauté physique, de l'injonction à devoir plaire, à devoir être séduisante, et patati et patata. L'Occident, tu sais, un peu décadent, qui prend ses femmes pour des objets sexuels, alors que dans l'islam, on respecte les femmes et leur dignité, on ne les sexualise pas, on ne les objectifie pas. Et donc, directement, les féministes, elles ont fourni les cartouches à cette rhétorique-là. La façon dont les prédicateurs musulmans réintègrent les éléments de langage, la rhétorique féministe contre la sexualisation, est faite de manière très intelligente. C'est assez magistral. Ça me fait halluciner, moi, à chaque fois que je tombe sur des vidéos où je vois des imams qui utilisent ces éléments de langage pour justifier le voile, je me dis, c'est quand même gros comme une maison. Les cartouches que les féministes ont livrées elles-mêmes aux islamistes, et il n'y en a pas une seule qui l'a vu depuis tout ce temps-là. Faudrait peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de si mal à sexualiser et à objectifier finalement. Si ça fait tellement le jeu de prédicateurs religieux ultra-conservateurs, était-ce si progressiste de dénoncer la sexualisation? Est-ce que la sexualisation, c'est pas un truc naturel en fait? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est pas une manière de diaboliser le désir sexuel, particulièrement masculin dans ce cas-là,
que de lui reprocher de sexualiser le corps des femmes. Il faudrait quand même qu'elle se pose la question, est-ce que en libérant les femmes sexuellement, on doit opprimer les hommes sexuellement? En quoi ils posent problème leur désir, en fait? C'est quand même une vraie question. Et je pense que là, on touche au problème majeur, à mon sens, du féminisme depuis une petite trentaine d'années, peut-être même depuis le début de la deuxième vague, qui est que finalement, ce féminisme a fondamentalement un côté très moralisateur et victorien, et finalement rien de très orienté vers la liberté et la libération des corps. 10e erreur, et qui est finalement celle qui résume tout le reste, déconstruire tout, sauf les traditions non occidentales. Déconstruire tout, sauf l'islam. Le féminisme s'est donné comme mission, quasiment, si je puis dire, d'absolument tout déconstruire. La famille traditionnelle, les codes sociaux féminins, masculins, la morale, la sexualisation, l'histoire de l'Occident, la violence masculine. Enfin, il déconstruit tout, sauf l'islam. Alors tout d'un coup, il n'y a plus aucune grille d'analyse, plus aucune grille critique. L'islam, ça devient une sorte d'ethnie dominée par l'Occident. Et puis, il faut écouter la parole des concernés, qui se trouvent être souvent les plus conservateurs. Et on boit leur parole. Et voilà, plus d'esprit critique, plus de grille d'analyse, rien, zéro. Enfin si, la grille d'analyse, c'est l'Occident qui est méchant. Alors que il y a énormément de choses à dire. Le hijab, par exemple, ça a le sens de séparation. À la base, hijab, c'est pas forcément ce que portent les femmes sur la tête, c'est plutôt une histoire de rideau ou un truc comme ça. C'est un peu une façon de mettre à distance les hommes et les femmes, l'homme et la femme. D'ailleurs, dans les mosquées, les hommes sont séparés des femmes. Dans les repas de famille, les fêtes religieuses et autres, dans un certain nombre de familles musulmanes, c'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Donc il y a le hijab, il incarne quelque part un petit peu cette mise à distance, cette séparation du masculin et du féminin, mais de façon très 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 marquée, quoi. Il matérialise un peu l'idée que le masculin et le féminin ne peuvent pas coexister de façon pacifique, sans tension, sans danger. Et ce simple principe, qui structure à lui-même une partie des sociétés musulmanes, mériterait à lui seul d'être déconstruit de fond en comble. Et ça va plus loin dans un certain nombre de familles musulmanes. Et vous pouvez l'entendre dans le podcast qui s'appelle Révolution des cœurs, que je vous invite à écouter. Dans un certain nombre de familles musulmanes, il y a vraiment une distinction extrêmement forte dans l'éducation des filles et des garçons. Donc les filles vont être surveillées, contrôlées, contraintes. Le seul point positif, c'est qu'en général, on les pousse à être de bonnes élèves à l'école. Les garçons, au contraire, eux peuvent exprimer leur violence, leur colère, on leur met peu de limites et c'est souvent des petits rois. Ça termine pas toujours très bien et ça produit pas toujours des hommes très équilibrés, notamment dans leur rapport aux femmes. Et pendant ce temps-là, pendant que les garçons traînent dehors, on interdit aux filles de sortir, de fréquenter des garçons dès l'adolescence, on leur impose d'être vierges avant le mariage, etc., etc. C'est-à-dire, en gros, qu'on concentre à peu près tout ce que le féminisme s'est chargé de combattre ce dernier siècle, on va dire, mais il s'est arrêté aux portes de l'islam et, on va dire, des cultures qui sont venus avec les diverses immigrations. Et c'est aussi une manière indirectement d'exotiser les musulmans et les musulmanes qui vivent en France, qui sont nés en France pour beaucoup. Elles qui adorent parler de racisé, de racisme systémique, etc. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont nées en France, donc elles sont françaises, donc elles sont européennes, occidentales. À force de vouloir traiter l'islam comme un truc à part, auquel on touche pas, il y a que les concernés qui peuvent en parler, c'est un peu comme une ethnie, c'est pas une religion, c'est une ethnie, on critique pas une ethnie, c'est raciste. Eh bien, en fait, il y a un peu cette idée que c'est comme si c'était une autre tribu, c'est un autre peuple. En fait, il y a les Français et les musulmans. Donc on critique pas les traditions, les coutumes, la religion de ces personnes-là parce que ils sont pas comme nous, donc voilà. Donc il y a un peu cette façon finalement, en ayant tellement peur de l'accusation de racisme, à tous les niveaux, ces féministes ont livré des cartouches, mais énormes, à tous les islamistes, prédicateurs musulmans, les plus conservateurs, les plus traditionnalistes, au contrôle social opéré par les familles, qui est jamais discuté, critiqué, déconstruit, et qui continue de prospérer. Donc on arrive à la fin de ces 10 erreurs, et je pense que c'est très difficile d'appeler encore féminisme ce que je viens de vous décrire
depuis le début de la vidéo. Je suis moi-même plus féministe aujourd'hui, entre autres parce qu'il y a eu trop de dérives de ce genre-là, et que quand il y a trop de dérives du genre qui s'empilent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas très bon au départ, mais qui est pas très bon au départ, je dirais plutôt dans une certaine forme de théorisation et de production intellectuelle qu'on a depuis les années 70. Pour autant, le projet féministe, ce qu'il est censé être à la source, c'est-à-dire ce projet de liberté sexuelle pour les femmes, d'égalité civique entre les hommes et les femmes, bah c'est toujours quelque chose qui me semble important, vital, fondamental. Donc le féminisme qui avait pour but d'universaliser la liberté pour toutes les femmes où qu'elles soient, l'égalité pour toutes les femmes où qu'elles soient, de permettre à toutes les femmes de pouvoir s'extirper de traditions, de coutumes qui les contraignent, qui les oppriment, qui les dominent. Aujourd'hui, ce féminisme-là, il a un petit peu disparu. On va pas se le cacher. Il a cessé d'être une force d'émancipation pour devenir une morale de la culpabilité. Culpabilité des hommes, culpabilité de l'Occident. Voilà, c'est à peu près tout. Il ne libère plus les femmes. Il les compartimente, il les hiérarchise. Au bout du compte, quand on regarde ces 10 erreurs, on se rend compte que le féminisme n'est plus du tout féministe. Il est devenu une caution culturelle d'un patriarcat qu'il prétendait abattre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt.